Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être présents pour cette nouvelle séance du séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme, conséquences, mémoire et traces de la spoliation, organisée par l'Institut national d'histoire de l'art et la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture, en lien avec l'Institut national du patrimoine. Merci encore d'être présents. Prenez le temps de vous installer. C'est peut-être l'une des séances les plus fréquentées, ce qui n'ôte rien à tout l'intérêt et tout le mérite des intervenants des séances passées et des séances à venir. Mais la personnalité de notre invité peut-être a attiré encore plus de monde que d'habitude. Donc merci à vous et merci également à celles et ceux qui suivront cela plus tard sur YouTube. Donc pour la suite de cette 6e année du séminaire, qui a commencé, vous le savez, avec Inès Rothermund-Renard en 2019, que Inès et moi avons co-animé entre 2020 et 2023 et qui se poursuit maintenant avec toujours l'INHA et l'INP. Nous accueillons donc Hector Feliciano. C'est une séance importante comme les autres, différentes. Nous avons fait venir, inviter des historiens de l'art, des spécialistes de la Deuxième Guerre mondiale, des artistes et des écrivains inspirés par cette question, des membres de familles ayant droit, des descendants de personnes spoliées, et assez rarement un journaliste, ou je crois c'est le premier journaliste, mais qui n'est pas que journaliste, qui est enquêteur et qui est chercheur, qui est un spécialiste de la question lui aussi. C'est quelqu'un, vous le savez, enfin vous ne le savez peut-être pas, mais vous l'avez sans doute pas beaucoup vu ces dernières années, parce qu'on l'a peu vu en France, Hector Feliciano, depuis un petit moment, depuis la fin des années 90, donc quelqu'un qui est assez rare, mais qui est désormais parisien. Donc nous en profitons. Quelqu'un qui a été lu, en revanche, lu et relu dans plusieurs éditions, dans plusieurs langues, et quelqu'un surtout qui a marqué le début d'une nouvelle période, qui a contribué à ouvrir cette nouvelle période, peut-être cette 3e période depuis la Seconde Guerre mondiale, une période dans laquelle nous sommes toujours, pour ce qui concerne la question des réparations, des restitutions, car après la première période de restitution intensive de l'immédiate après-guerre, après une période plus longue pendant laquelle cette question des restitutions, de la provenance n'était plus à l'ordre du jour, eh bien une nouvelle période a commencé il y a une trentaine d'années, au milieu des années 90, au cours de laquelle la question de la spoliation des Juifs d'Europe entre 1933 et 1945 est revenue sur le devant de la scène, qui a donné lieu au relancement d'une politique de réparation, avec des restitutions, des indemnisations, pas que pour les biens culturels, bien sûr. On pense au travail de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Mais voilà, on a commencé quelque chose. Et cette période, Hector Feliciano a, je le disais, très fortement contribué à la lancer avec la parution du Musée disparu en 1995. Il n'a pas été seul. Quelques autres personnes avaient travaillé sur cette question, mais pas très nombreuses. Et c'était, même sans simplifier trop, c'était une question très peu connue et encore très neuve. Et si on met de côté un travail qui avait été mené 30 ans auparavant par Rose Valland en 1961 avec la publication du Front de l'Art, eh bien, simplement, au cours des années 90, on pouvait citer les travaux de Laurence Bertrand d'Orléac avec L'Art de la défaite en 1993, aux États-Unis, la publication en 1994 de The Rape of Europa de Lynn Nicholas, et un peu dans les mêmes années également, les travaux d'un autre journaliste qui a travaillé et publié dans la presse sur ces questions, Philippe Sprang, qui est malheureusement décédé l'an dernier. Mais Hector Feliciano a particulièrement marqué son temps. Il a fait paraître en 1995 donc une synthèse majeure sur l'entreprise de pillage, sur les spoliations nazies, sur le rôle de Vichy, sur quelques grandes collections, le sort plutôt de quelques grands collectionneurs juifs en France, et également, c'était un des points nouveaux, sur le rôle de l'administration, le rôle des musées, le travail des musées, une partie assez critique mais assez courte dans le livre. Et en tout cas, vous le savez, c'est un ouvrage qui a marqué vraiment son temps, qui a fait polémique ici. Le Monde, en 1997, et l'auteur de ces lignes est présent ici, Philippe Dagen, désignait Hector Feliciano comme l'homme par qui le scandale est arrivé. Donc nous aurons certainement l'occasion d'y revenir.
Hector Feliciano est donc de nouveau parisien, donc il nous a semblé intéressant de revenir sur ce travail, sur les années 90, sur les circonstances de ce travail d'enquête, comment ça s'est passé, comment cela a été reçu, comment le public, la presse, les musées ont réagi à ce moment-là. Et puis également, je crois que c'est intéressant d'avoir le regard d'Hector Feliciano sur le temps écoulé depuis lors, une trentaine d'années déjà, comment les choses ont évolué, comment les mœurs ont changé dans ce domaine-là. 30 ans, c'est beaucoup. Nous n'aurons pas le temps de tout évoquer certainement, mais nous commençons à en parler. Alors, Hector Feliciano, en quelques mots, est portoricain. Il est journaliste tout d'abord. Il a travaillé pour le New York Times aux États-Unis, puis il a été au début des années 90 correspondant du Washington Post à Paris pour les questions culturelles en Europe, avant ensuite de travailler pour le Los Angeles Times, depuis Paris toujours, pour les questions culturelles. Et peu à peu, avec l'apparition de ce livre, mais ça il nous le dira, son activité s'est transformée. Il a quitté la France pour parler, enseigner, parler de cette question, étudier à l'université, enfin, ou enseigner à l'université, ou continuer de faire des recherches. Et il est également chercheur aujourd'hui, chercheur d'œuvres sur les œuvres spoliées également, et y compris pour le compte de famille. Enfin, vous voyez que Hector Feliciano n'est pas seul, parce que Hector Feliciano, pour parler devant vous, a suggéré d'avoir un dialogue, un échange avec quelqu'un qui n'a peut-être pas toujours été d'accord avec lui, qui a bien connu cette période-là, qui n'a peut-être pas toujours été d'accord avec lui, c'est eux qui le disent comme ça, qui s'est même un peu affronté à lui, mais qui a évolué aussi, dit-il, depuis, et qui est un spécialiste de la question. Vous avez reconnu Didier Schulman, conservateur honoraire du patrimoine, qui était en poste au Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, directeur de la bibliothèque Kandinsky, et un praticien, un grand spécialiste de cette question des spoliations et des restitutions, et qui a été également, en 2000, l'auteur avec Isabelle Lemann de Chermont du rapport intitulé « Le pillage de l'art en France pendant l'occupation et la situation des 2000 œuvres confiées aux musées nationaux dans le cadre de la mission d'études sur la spoliation des Juifs de France, la mission Matteoli ». Et puis, si vous venez régulièrement, vous savez que Didier Schulman est presque un habitué du séminaire, parce que c'est la 3e fois qu'il intervient à la tribune, après une première venue avec Raphaël Cardozo-Simon en 2019 et une deuxième avec Annette Viviorca en 2021. Voilà, donc nous allons entamer cette discussion et nous vous passerons bien sûr la parole, car il y aura certainement des interventions, des questions, des souvenirs et des questions sur l'avenir. Merci. Alors, je continue, mais je m'arrête. Pour commencer, assez logiquement, nous voulions revenir sur ces quelques années, ou ces longues années, je ne sais pas très bien, de recherche, de travail qui vous ont mené, Hector, à la publication en 1995 du Musée disparu, en français, première édition. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été simple? Ce qui vous a amené à cette question-là? Et je pense que c'est intéressant de replonger dans ces années-là. Oui. Bonjour d'abord. Merci David Zivi de m'inviter, Didier Schulman et l'Institut national d'histoire de l'art. Et oui, au début, moi j'étais correspondant culturel et cultural writer du Washington Post ici. Et j'ai travaillé sur des sujets sur la culture. Et puis, je suis tombé sur le sujet. Et à l'époque, il n'y avait absolument rien. Tout d'abord, pour les plus jeunes, et il n'y avait pas d'Internet. Donc, ça voulait dire que les types d'enquêtes qu'on pouvait faire, la recherche qu'on pouvait faire, il fallait attendre les heures d'ouverture, toujours. Et il n'y avait rien sur le sujet. Au début, et moi, j'avais commencé à contacter des personnes par-ci, par-là. Et puis, on me racontait des petits bouts de choses. Parce qu'il
Il n'y avait pas de livre sur le sujet, donc on ne savait pas qu'il y avait, ou je ne le savais pas, qu'il y avait une sorte de vol systématique, méthodique. Et j'ai le livre de Rose Valland à l'époque, il était épuisé, on ne pouvait pas le trouver. Et moi, j'ai dû éventuellement me procurer une photocopie du livre. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Et je me suis rendu compte aussi qu'il fallait créer un livre avec 2 critères à la fois simultanés, qui était un livre sur l'histoire de l'art. Et voilà, on m'appelle journaliste, mais j'ai une petite formation en histoire de l'art. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait faire un livre sur l'histoire de l'art et à la fois une enquête journalistique. Et le livre sur l'histoire de l'art, il fallait que ce soit très méthodique, très détaillé, et parce que le lecteur qui allait le lire ne devait pas penser qu'il y avait des erreurs, ou ne devait pas trouver des erreurs. Donc il fallait qu'on sache que je sais de quoi je parle, et ensuite on peut passer à l'enquête. Et je savais que j'allais trouver probablement beaucoup d'obstacles. S'il y avait des erreurs sur l'histoire de l'art, on allait tuer le messager pour pouvoir tuer ou cacher le message. Donc, à mon avis, c'était ça qui était le plus important. C'était un livre fait avec 2 critères à la fois. Et pour l'enquête journalistique, il fallait aussi commencer à trouver des sources. Moi, je crois toujours que c'est très important de trouver des sources vivantes et les sources mortes, c'est-à-dire les documents, et les sources vivantes dans ces cas-là, parce qu'il n'y avait presque pas de sources, à mon avis, d'accessibilité. Il y avait pas c'était pas accessible, les documents, à l'époque, pour moi, surtout. Et je suis allé une fois aux Archives nationales, et j'ai commencé à faire une liste de toutes les fiches qu'il y avait dans les tiroirs. Et puis je suis allé voir l'archiviste, j'ai demandé, puis la personne m'a demandé quel était mon métier. Je suis journaliste. Il m'a dit, monsieur, vous n'aurez jamais accès à ces documents. Et donc, d'abord, c'est une chose qu'on ne dit jamais à un journaliste, parce on sait que c'est par là qu'il faut aller. Et puis, je commençais donc à créer une stratégie, parce qu'il faut trouver une stratégie. Et la stratégie, c'était les familles, elles pouvaient avoir accès à leurs dossiers personnels. Et donc, à ce moment-là, eux, ils ont demandé, j'ai convaincu les gens de demander leur dossier, et ensuite, ils me le filaient. Et puis, je commençais à avoir une idée horizontale de l'histoire. Elle est horizontale, elle n'est pas verticale. Et donc, avec tous les dossiers ensemble, on arrivait à avoir une idée de l'histoire. Et oui, pour les sources, j'ai beaucoup travaillé avec ce que j'appelle les sources ex, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont travaillé quelque part, qui ont été ex-directeurs, ex-conservateurs, ex-quelque chose, parce que ça m'aidait énormément. C'est des gens qui ont... Tout est réglé déjà, on ne peut pas les virer. Et ils ont leur retraite, etc. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent parler. Et d'ailleurs, j'ai obtenu énormément d'informations. Hier, on parlait... je suis allé voir René Huyghe, et je suis allé voir Bazin, et je suis allé voir beaucoup de gens. Landais. Ah oui, Landais aussi, oui. Et donc, c'était des gens qui disaient des choses que je savais. Ils n'auraient pas dit la même chose s'ils avaient été dans leur bureau. Voilà. Et ils pouvaient parler. Et donc, mais c'était une affaire assez longue. Ça m'a pris 8 ans de travail. Et à l'époque, comme je disais, il n'y avait rien en France. La plupart des documents étaient très confidentiels. Et surtout, c'était un non-sujet. C'était le début de la fin
de la guerre froide. Vous savez, la guerre froide, elle crée des mentalités et une sorte d'imaginaire. Et cet imaginaire, il était en train de s'écrouler. C'est comme maintenant. Maintenant, à cette époque, je pense que c'est la même chose. Et des choses qui commencent à arriver, qui nous changent la reconfiguration des choses. Et puis, à l'époque, avec la fin de la guerre froide, on commençait à s'intéresser à d'autres sujets. C'était le début de la guerre froide, dans les années 40-50, qui avait mis à l'écart le thème de l'art volé. Et donc, c'est donc à la fin de la guerre froide que le sujet commence à ressortir. Et je pense aussi, beaucoup de mes sources, je me rendais compte, et ils avaient déjà dans les 70, 80 ans, et ils parlaient, ils voulaient parler. Ils sentaient que peut-être ils n'avaient pas parlé, et qu'il fallait. Et donc, oui, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous pouvez. Oui. Là, je peux peut-être simplement pour l'auditoire, vous à ce moment-là, vous travaillez, vous enquêtez, vous essayez de comprendre. Vous travaillez sur l'espoliation, le pillage, principalement en France. Vous travaillez, c'est ce qu'on voit dans le livre, essentiellement sur des grandes collections, sur le sort d'un certain nombre d'œuvres et sur leur réapparition. Et puis, c'est une petite partie, très courte dans le livre. On en reparlera, bien sûr, la question des musées, des œuvres musées nationaux de récupération. Mais donc vous focalisez sur la France, sur le pillage et sur le devenir d'un certain nombre d'œuvres. C'est ça, vous cherchez des œuvres. Oui. Vous cherchez à savoir ce qu'ont pu devenir. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était très important. Et disons, non seulement raconter comment s'est passé le vol, mais surtout trouver les œuvres. Ça, c'était quelque chose qui, dès le début, pour moi, c'était très, très important de pouvoir trouver les tableaux. Moi, quand on m'a dit la première fois qu'on m'a parlé sur le sujet, on m'a dit il y a beaucoup d'œuvres disparues. Et moi, disparues, je me disais, c'est pas possible. Un Matisse disparu, un Picasso disparu. Moi, je comprends détruit, mais pas disparu. Et donc, ça, c'était quelque chose ça me tenait beaucoup à cœur de pouvoir trouver les œuvres. Et donc, je me suis mis à essayer de trouver des œuvres. Et bien sûr, en chemin, j'ai trouvé les MNR, bien sûr. Et c'était une partie de tout l'ensemble, mais je savais que c'était une bombe, quelque part. C'était quelque chose d'assez important. Et puis, au tout début, on m'avait simplement dit il y a des tableaux volés comme ça dans les musées. Et moi, je n'ai pas donné trop d'importance. Je me suis dit, ça veut dire probablement c'est des tableaux de peintres de dimanche et on n'arrive pas à trouver les traces, les propriétaires. Et puis petit à petit, je commençais à comprendre que c'était une chose bien plus importante. Mais pour moi, c'était aussi important que d'autres éléments. Et je trouve, moi je l'avais lu, peut-être pas suffisamment bien lu, en préparant la séance et en relisant bien les deux éditions. J'ai même juste compté le nombre de pages. On se souvient quand même beaucoup du livre et pour la bombe dont vous parlez, pour tout le débat sur les MNR et sur les musées français, mais c'est 14 pages sur 215 pages de la première édition. Et la deuxième édition, c'est à peu près le même taux. Donc c'est vraiment une petite partie. Et donc au départ, ce n'est pas ça qui vous intéresse et vous ne savez rien de tout ça et vous découvrez ça. C'est bien ça. Oui, voilà. Je peux poser une question? Mais ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est quand tu rencontres les familles, des gens les héritiers Schloss, les héritiers Rosenberg, d'autres encore, est-ce que c'est eux qui te transmettre la conviction que les œuvres sont quelque part, ou quel est l'état de l'opinion des descendants de spoliés dans les années 90? Est-ce qu'ils sont dans la certitude que les tableaux sont quelque part, ou est-ce qu'ils sont dans
dans cette sensation qui traverse un peu tout le monde. Moi, j'ai l'impression qui est les œuvres ont disparu, il y a eu des bombardements, il y a eu des incendies, elles ont été, elles sont sorties du champ du visible. Oui, Quel est le... oui. C'était plutôt ça. Ouais. Et il y avait bien sûr des différences dans les familles, mais c'était plutôt ça, l'idée que c'était peut-être un chapitre fermé, une chose oubliée. Il y avait des familles dont une partie de la famille ne savait pas que leur tableau avait été volé. Et donc, ça voulait dire que la transmission familiale n'est pas faite. Et puis, mais c'était pas... Disons, moi, quand je suis allé voir les gens, beaucoup de fois, ils ne voulaient pas trop me parler au début. Hein. Il fallait vraiment d'abord leur montrer qu'il y avait un sujet là, et aussi leur montrer que je n'étais pas un chasseur de trésors, hein, que je venais tout simplement faire une enquête et essayer de trouver des tableaux. Et puis, petit à petit, ça prend beaucoup de temps. Hein. Il y a eu, par exemple, dans le cas de la famille Schloss, avec Alain Vernet, qui était un des héritiers. Et lui, il est journaliste, donc il se méfiait des journalistes. C'est normal. Et puis, il m'a fait vraiment suer, hein, beaucoup, parce que, vraiment, il ne me laissait pas prendre des notes. Et on se voit, il me disait, revenez la semaine prochaine et racontez-moi tout ce que vous avez trouvé. Je revenais la semaine prochaine et il ne me laissait pas prendre des notes. Donc je sortais, j'ai rentré dans un café, puis je commençais à noter tout ce dont on avait parlé à la séance. Et finalement, après peut-être 2 ans, et lui, il m'a dit, écoutez, vous savez, autant que je sais, autant que je connais sur le sujet. Donc, maintenant, je peux vous parler parce que j'avais promis à mes parents, sur leur lit de mort, que je n'allais plus m'occuper de cette histoire-là. Et là, moi, ça me libère de ma promesse. Et maintenant, je peux vous parler. Voilà, donc, c'était des choses très, très importantes. Au début, dans ma naïveté, je ne me rendais pas compte de l'importance que ça avait dans les familles. Parce que ce n'est pas comme si on perd des chaussures. C'est de l'art, c'est l'art. Et on projette énormément de choses dans l'art, on le sait. Et donc, voilà. Alors, l'autre chose qui me titille dans ce que tu dis, c'est la conjoncture des années 90. Tu mets ça... Tu parles de la fin de la guerre froide. Alors, peut-être, je me rends pas compte finalement, mais ton travail d'enquête, il rencontre quand même un mouvement général qui surgit à la même époque, disons dans les années 93-94, autour du non-règlement des spoliations en général, des dépossessions, dont les Juifs ont été victimes. Bon, ça a été l'affaire des comptes dormants, ça a même commencé par les comptes en banque, l'or en Suisse. Et donc, toi, tu as commencé ton enquête avant ou en n'étant pas au courant de ces recherches qui avaient lieu dans le monde de la finance, dans le monde bancaire et dans le monde des avoirs qui s'étaient dissous un peu dans le... Oui. C'était peut-être parallèle. Ouais. Hein, et c'était peut-être parallèle. Moi, ce que je sentais, c'était que il y avait des choses qui commençaient à se dévisser, hein, dans une idéologie. Et c'est l'idéologie de la guerre froide. Je pense que les choses sont bien vissées. Et tout d'un coup, il y avait des choses qui commençaient à se dévisser, petit à petit. Et par exemple, on voit que même les romans d'espionnage n'avaient plus les rapports Union soviétique, États-Unis. Hein. Tout d'un coup, il fallait qu'on trouve le Panama ou les finances
Hein. Et donc, ça veut dire qu'il y avait des choses très profondes, Oui. très profondes qui commençaient à changer. Mais bien sûr, c'était aussi parce qu'il y avait des gens qui s'étaient intéressés à ces sujets-là. C'était aussi parce qu'il y avait des gens qui commençaient déjà à avoir 70 ans, 80 ans, et puis qui disaient je peux en parler maintenant. Hein. Il y avait bien sûr ça. Surtout dans le milieu de l'art. Le milieu de l'art était un milieu très confortable et où il y a beaucoup de secrets qui se tiennent, ça on le sait. Et puis là, tout d'un coup, il y avait des bouts du secret qui ne marchaient plus. Il n'y avait pas le consensus. Voilà. Donc vous avez évoqué vos rencontres avec les familles. Donc, apparemment, avec Alain Vernet, les choses se sont arrangées, puisqu'il y a un entretien à la fin du livre avec Alain Vernet, un extrait. Il y a donc plusieurs chapitres par famille, enfin par marchand ou par collectionneur, Paul Rosenberg, plusieurs membres de la famille Rothschild, David Weil, la famille Schloss. Et puis, donc, il y a ces œuvres qui reviennent, qui ont disparu, mais qui ne sont pas détruites. Les Revenants, c'est le titre d'un chapitre, enfin d'une partie. Et il y a, pour y venir aussi, un chapitre donc, qui est intitulé « Les MNR ou le purgatoire ». Et juste pour peut-être terminer la partie en recherche, préparation avant la publication, que pouvez-vous nous dire de la préparation avec les musées et l'administration à ce moment-là? Oui, ça c'est pour moi le plus grand changement, hein, pour moi. Et ça fait 3 ans que j'habite en France, que je me suis réinstallé. Et puis, le fait même d'être ici, à l'Institut national d'histoire de l'art, pour moi, c'est quelque chose... c'est le monde à l'envers. Voilà. Ou le monde à l'endroit. Ah, d'accord. Et il était à l'envers avant. Et donc, et pour moi, à l'époque, c'était très, très, très difficile de trouver des informations. Et je suis allé au début à la direction des musées. Et puis... on m'envoyait toujours au directeur de communication, là-bas, qui me disait, j'ai demandé à voir les listes des tableaux. Je ne savais pas qu'ils s'appelaient MNR à l'époque. Hein. Et je pensais toujours qu'ils étaient des peintres de dimanche. C'était des choses, et pour ça, ce n'était pas important. Et voilà, et donc je commence à poser des questions, puis je vois que les gens réagissent... ils ouvrent les yeux, tout ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ici? Et puis, j'insiste et on me dit, et on est en train de faire les provenances. J'ai dit, mais quand même 40 ans pour faire une provenance. Et puis on me dit, oh oui, vous savez, c'est très compliqué. Et vraiment, on me menait en bateau. Et petit à petit, j'ai continué à insister. Et puis finalement... Et on me donne une trentaine de feuilles, de documents. Et ça arrive en général dans une enquête qu'on vous donne des papiers qu'il ne faut pas vous donner. Et il y avait un petit rapport dans ces papiers, il y avait un petit rapport de la Cour des comptes qui disait à la direction des musées: c'est la 3e fois que vous nous demandez de pouvoir intégrer ces tableaux dans les collections nationales. On vous a déjà dit non, il faut que vous cherchiez le propriétaire. Et donc ça, pour moi, j'avais tout. Et puis là, il fallait donc commencer à trouver les tableaux. Je suis allé dans les bibliothèques. Et puis, je commençais à trouver les catalogues du Louvre, les catalogues Centre Pompidou, etc. Puis, je commençais à voir que c'était des œuvres assez importantes. Et je voyais aussi qu'il y avait une diversité. Il y avait des tableaux volés, mais il y avait des tableaux aussi, probablement, des collaborateurs, qui avaient été presque réquisitionnés d'une certaine manière. Et donc, là, mais pour moi, c'était une chose assez importante pour moi. Pourquoi? Parce que ici, en France, la culture, elle occupe une partie centrale dans la société. Hein? Et ce n'est pas comme aux États-Unis ou comme
dans d'autres pays où c'est quelque chose à côté. Ici, c'est vraiment central. Et puis, la politique dans l'art, c'est aussi très important. Et donc, je voyais que ça allait être quelque chose de très, très important. Et d'ailleurs, par exemple, mon éditeur, il m'avait demandé, et ne me raconte pas toute l'histoire, parce que je vais le dire au prochain dîner. Je vais tout raconter au prochain dîner, il ne faut pas me raconter ça. Et donc, je l'ai gardé avec 2 ou 3 personnes seulement qui savaient, et puis, mais je voulais être sûr que c'était important. Et j'avais une intuition au début, mais petit à petit, je me suis rendu compte, oui, que c'était très important. Et aussi le fait qu'en Europe, et la décision de restituer, c'est une décision politique, comme on avait dit. Et ça, c'était très important, parce que ça voulait dire, puisque la plupart des musées sont des musées qui appartiennent à l'État, c'était une décision politique qui allait décider oui ou non, alors qu'aux États-Unis, ça marche, c'est des musées privés. Et voilà. Oui. Merci. Alors, on va peut-être passer justement à l'après-publication, à la réception de l'ouvrage. Sur les questions politiques, on peut noter que, en tout cas, le livre paraît en 1995, donc là, qui est l'année aussi, une année importante dans la question un peu différente, mais du débat sur la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs de France, avec le discours du président Chirac en 1995, qui reconnaît la responsabilité de la France pour les actions de Vichy, tout en disant que la France est également à Londres, mais qui rompt avec la position politique et précédente. Donc, en effet, les choses bougent beaucoup à ce moment-là, et ça va lancer aussi un mouvement de réparation, un nouveau mouvement de réparation. Alors, donc le livre paraît, comment cela se passe, et donc on l'a déjà un peu dit, on va beaucoup se concentrer dans ce que l'on retient du livre sur la question des MNR, mais voilà, comment ça se passe dans ces premiers temps et dans le public, de ce que vous en comprenez, dans la presse et côté musée, et puis on donnera la parole à Didier aussi. Oui. Et tout d'abord, au moment de la publication, je commençais à avoir des problèmes et des obstacles. Par exemple, il y avait Paris Match qui, depuis des mois, m'avait demandé des photos, des illustrations, des tableaux, des MNR, etc. Et puis, ils avaient dit qu'ils allaient faire un article, un grand article. Puis je vois que la date de publication se rapproche et j'entends plus parler de Paris Match et je craignais le pire. Et donc, je suis allé voir l'éditrice, et puis elle me dit « Ah ben non, vous savez, je ne peux pas faire ça, parce que j'ai parlé au musée, et les musées, ils ne vont plus me passer, mais vont plus m'inviter au vernissage, aux ouvertures, etc. Et c'est eux qui me passent les illustrations, etc. Et donc, je ne pourrais pas les faire. Donc là, je voyais déjà que c'était un peu compliqué. Et je suis allé avec mon manuscrit et voir Gallimard. Et la collection dirigée par Pierre Nora. Puis par un ami, j'avais un contact avec son adjoint, la personne qui faisait un peu le travail. Et puis, lui, il voit le manuscrit, il dit c'est très intéressant, mais je vais vous donner un conseil. Et il se peut qu'on signe le contrat. Et puis la première chose que Pierre Nora fera serait d'aller parler avec son ancienne épouse, qui est la directrice des musées de France. Et puis on pourrait mettre votre manuscrit dans un tiroir et il ne sera plus publié. J'ai dit merci beaucoup, c'est formidable, vous m'avez rendu un grand service. Et puis là, je suis parti chez un petit éditeur. Voilà. Et donc, ça annonçait un peu comment les choses allaient être. Et puis, après la publication du livre, il est paru au moment des grandes grèves de transport, donc c'était presque mort. Il y avait 2 ou 3...
il y avait 2 ou 3 Fin 1995. Voilà, il y avait 2 ou 3 critiques, dont celle de Philippe Dagen. Et puis, mais je croyais que le livre était mort, parce que à cause de la grève, à cause de ça. Et j'avais énormément de matériel. J'avais du matériel pour pouvoir publier 3 livres. Et donc, la revue Beaux-Arts était très intéressée. Et ils ont fait un grand dossier sur les MNR, et où j'avais travaillé encore plus, le MNR. Et puis là, ça a relancé le livre. En plus, au mois d'avril de 1996, et il y a eu un article dans Le Monde, un grand article dans Le Monde, voilà. Et puis, pareil, ça a relancé les choses. Et 3 jours plus tard, mais je ne sais pas si c'est lié ou pas, 3 jours plus tard, après la publication du livre, je reçois une lettre du fisc qui m'est fait une enquête sur mes impôts. C'était très simple. Il y avait, mais ça mériterait une enquête. Voilà, pour savoir s'il y en a. Oui, c'est ça. Et puis je ne sais pas, je peux pas j'ai pas la preuve, mais c'est une grande coïncidence. Et puis ensuite il y a eu il y a eu la commission Matteoli qui s'est créée plus tard. L'année d'après, oui. Et puis, mais là, je n'étais pas du tout intégré, ni invité, ni rien. Et puis, oui, voilà, c'est ça. Et puis, petit à petit, on a commencé à faire connaissance, voilà, avec Didier. Et puis, ah oui, il y a eu aussi, ça c'était assez important, et je suis parti aux États-Unis, à Columbia, pour une fellowship. Et puis là, la famille Wildenstein m'a mis en procès pour diffamation. Et, parce que j'ai mentionné quelques lignes sur eux, en fait, que je n'aimais pas du tout. J'avais fait leur connaissance. Je n'aimais pas du tout les vibrations. Et puis, je ne voulais pas faire tout un chapitre sur eux, mais je mentionnais comme ça en passant, parce que j'avais beaucoup de documents que j'avais trouvés du Trésor américain, qui avait intercepté les correspondances que George Wildenstein avait avec Roger Ducoy, qui était la personne qui avait arianisé sa galerie. Et puis, c'était vu sous l'angle du Trésor américain, mais moi, je le lisais sous un autre angle. Et donc, et on voyait qu'il y avait énormément d'échanges d'informations et connivence. Oui, énormément, oui, voilà, énormément de connivence. Et donc, eux, ils m'amènent au tribunal. J'habitais New York. Eux, ils habitaient New York, mais ils décident de me faire un procès ici pour diffamation. Ils utilisent l'argument contre Forisson. C'est-à-dire, il m'appelle moi un négationniste. Et puis, parce que je dis qu'ils ont collaboré. Je n'ai pas utilisé le mot collaborateur. Je sais qu'ici, le mot collaborateur, il faut avoir la dénomination d'origine, etc. Mais je disais ce que je disais. Et je savais aussi qu'ils commençaient à perdre quelques clients. Il y avait des clients qui étaient scandalisés. Et donc, ils m'ont amené au tribunal. On est allé en première instance. J'ai gagné. Ils ont fait appel. J'ai gagné. Et puis, Cour de cassation aussi. Mais ça a pris 5 ans et énormément d'argent. Et c'est vrai aussi que ça vous donne pas envie de le refaire. Voilà. Ça vous dites oui, oh là là, et il faut faire attention la prochaine fois. Mais c'était une grande aventure. Aujourd'hui, je rigole un peu, mais c'était très dur. Ça a été très peu médiatisé, cette affaire en justice que tu as eue contre les Wildenstein. Ici, oui, mais au New York Times, non. C'était toujours
il y avait les correspondants du New York Times. Je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis dit, ils font le procès en France, parce que c'est plus facile, c'est plus difficile. Les lois de diffamation sont plus strictes ici. Et donc, ils vont probablement voir si je perds. Et à ce moment-là, ils vont ramener la décision aux États-Unis. Et je me suis dit, non, je vais ramener le procès ici. J'ai contacté mon ami correspondant du New York Times, et puis lui, il a couvert tous les procès. Et à chaque fois, c'était tous les dimanches à la une du New York Times. C'était très dur pour eux. Très, très dur. La presse ici les a complètement voilà, on n'a pas parlé. censurés. Oui, on n'en a pas très parlé. peu de souvenirs. Oui, mais c'était une chose très importante. Et je suis allé à deux séances. Audiences, ouais. Oui, et c'était impressionnant parce que, qu'on m'appelle un forisson, c'était incroyable. Voilà. Mais des fois, les avocats sont très créatifs. Et donc, oui. Alors, sur cette réception, donc vous parliez de cet article d'avril 1996. Donc, on voit le titre. L'angle, c'est la question des musées. Donc, encore une fois, pardon, je me répète, mais c'est toujours je trouve ça vraiment très frappant. C'est que l'enquête, elle couvre tout ce qu'on a dit, les familles, l'ensemble du pillage, et on va essentiellement s'intéresser à la question des œuvres MNR, Musées nationaux récupération. Donc, pour les quelques derniers qui ne le sauraient pas dans l'auditoire, donc ce sont les dernières œuvres parmi celles qui ont été retrouvées en Allemagne, ramenées d'Allemagne en France après la guerre parce qu'elles venaient de France, donc vers 1945-1950, œuvres donc, qui n'ont été ni restituées ni vendues par l'administration des domaines au début des années 50, qui ont été confiées à la garde des musées nationaux, souvent déposées dans des musées partout en France, et qui n'appartiennent pas aux collections nationales, qui sont sur un inventaire provisoire qui dure, et qui sont désormais sans doute un peu mieux connus, mais qui commençaient à être connus à ce moment-là. C'est vrai que c'est compliqué de comprendre d'où viennent ces œuvres. Nous sommes quelques-uns à travailler sur la provenance de ces œuvres aujourd'hui, mais il y a eu un certain nombre de restitutions, beaucoup, depuis 30 ans justement. Mais donc, est-ce que ça vous a surpris? Alors, vous avez déjà dit que la presse est intéressée à ça, la réaction de l'éditeur, mais on s'est focalisé là-dessus très rapidement. Côté musée, Didier aussi, c'est ça que l'on a vu en premier dans ce livre. Est-ce que c'est surprenant que finalement on se soit intéressé particulièrement à cela, au rôle des musées? Est-ce que c'était naturel? Et comment ça s'est passé du côté des musées? On peut peut-être aussi évoquer ce colloque de novembre 1996, organisé par la direction des musées de France, avec un certain nombre de personnels des musées, et vous-même, Laurence Bertrand d'Orléac, et un membre de la famille Rothschild, pour un peu contredire le discours de l'administration sur les musées pendant la guerre et sur les MNR, sur la gestion des MNR à ce moment-là. Non, mais pour être très bref, du côté des musées, quand on a pris connaissance du livre d'Hector, en tout cas au niveau de ma génération, il y a 30 ans, donc j'avais une quarantaine d'années, on était évidemment dans l'ignorance de l'état des collections de ce point de vue-là. Les aînés, nos chefs, ne nous disaient rien, alors qu'on s'en rendait compte, ils en savaient un peu plus qu'ils ne le disaient. Et surtout, il y avait, l'effet de sidération que produisait ce livre, c'est les informations, c'est les sources auxquelles tu as eu accès en allant aux États-Unis, en consultant les dossiers dont on n'imaginait même pas qu'ils aient pu exister en France et auxquels on ne pensait pas qu'on pouvait avoir accès. C'est-à-dire, il a fallu attendre, là on est donc 95-96, il a fallu attendre plutôt 97 pour qu'on commence à avoir accès au dossier du ministère des Affaires étrangères. Et encore, on avait accès à des sortes de synthèses dactylographiées
que nous faisait l'archiviste du ministère des Affaires étrangères pour pas qu'on ait accès aux documents sources eux-mêmes. Et elle devait travailler énormément pour produire des sortes de recueils de photocopies et d'analyses de ces sources. Et nous, on découvrait ces documents. Donc on ignorait, en gros, ce qu'étaient les archives de la commission de récupération artistique auxquelles toi, tu as pu avoir accès sous forme peut-être de copies, ou en tout cas sous forme de, par exemple, les rapports de Laliou, dont tu fais état dans le livre. C'est des choses dont on ne savait pas ce que c'était. On ignorait complètement ces données. Donc, les archives des affaires étrangères étaient inaccessibles ou peu ou filtrées. Les archives des musées nationaux, elles n'étaient guère plus. Les quelques dizaines de cartons qu'il y avait au Louvre, on ne savait même pas qu'ils existaient, donc on n'allait pas les voir. Donc on était dans l'ignorance et dans l'incapacité de reconstituer les choses. Donc la seule façon qu'on avait de reconstituer l'histoire, c'était de lire le Rosevalent. Bon, enfin, je simplifie un peu, mais en gros, c'était ça. Donc on était dans un effet de sidération parce qu'on avait l'impression que toi, tu en savais un paquet et qu'il fallait surtout pas trop surtout pas trop frayer avec toi parce que ni te renseigner parce que tu avais sans doute des biscuits que tu allais révéler, et on était dans une logique de défense des collections et qui avait rien à. Voilà, on vivait dans la. Enfin, les quelques conservateurs qui s'intéressaient à ces questions-là, et on n'était pas nombreux, se disaient bon, il n'y a rien à faire, il n'y a aucune recherche à entreprendre sur les MNR. Et donc, ce qui était un peu sidérant, c'était de voir que toi, tu étais parvenu, tout simplement par le biais des familles spoliées, de commencer à reconstituer et à refaire une sorte de mapping de ce qu'avait pu être le pillage, ce dont nous n'avions aucune idée. Bon, ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans ce mapping qui s'est reconstitué, il y avait un énorme pan des spoliations dont on ne mesurait pas l'importance et dont on ne comprenait pas qu'il ait pu survenir. Et ça, on a mis beaucoup d'années à en prendre la mesure petit à petit. C'était le pillage courant auprès des Juifs qui avaient seulement quelques tableaux chez eux ou des toutes petites collections. Puisque toi, tu t'intéressais... Bon, et c'est très bien, parce que même sur ces quelques grandes collections sur lesquelles tu as chapitré ton livre, c'était des choses qu'on ignorait. Si l'histoire de la collection et de la spoliation dont a été victime Paul Rosenberg, on n'en savait rien du tout. Je veux dire, tu faisais... Et je dois dire que j'ai relu le chapitre que tu as consacré à Paul Rosenberg ces jours derniers. On n'en sait pas énormément beaucoup plus depuis. Enfin, il y a encore, quand on lit ton livre, on se rend compte qu'il y a encore qu'il y a des thèses à faire sur chacune des spoliations de ces familles spoliées pour qu'on comprenne exactement comment les choses se sont produites et comment le butin a été dilué. Alors, pardon, peut-être... parce qu'on parle de la réception de votre côté. Il se trouve que l'un des auteurs de cet article est ici, Philippe Dagen, en 96. Il y a une autre grande page également assez fameuse de 97 avec un dessin qui a fait un peu de mal sans doute et qui a été durement ressenti certainement dans les musées. Donc un dessin de Plantu à la une donc, du 28 janvier 97. Philippe Dagen est là et doit partir, donc on se permet de lui passer la parole pour aussi parler de la réception côté presse. Et là aussi, je repose un peu la question. Finalement, on se focalise sur cette question des MNR. Ça n'est qu'une petite partie du livre, mais c'est cela qu'on va retenir beaucoup. Oui, je pense que j'ai quelques éléments de réponse à votre question. La première chose que je dois dire, c'est que je parle ici ce soir
à l'invitation, à la suggestion de Didier Schulman, et ça m'a fait grand plaisir de revoir Hector Feliciano, que j'avais découvert il y a fort longtemps dans un bureau du Monde à l'époque où nous étions boulevard Blanqui. Mais je tiens à dire en commençant que rien de ce que le Monde a fait n'a été possible que grâce à la présence de 2 personnes. Alors, la deuxième, c'est Emmanuel Deroux. Il se trouve que je suis le survivant. Mais tout le travail est un travail collectif. Et franchement, je n'ai jamais eu par la suite l'expérience d'un travail en duo tel que celui que nous avons pu accomplir à ce moment-là. Et donc, il m'importe fortement que le nom d'Emmanuel Deroux retentisse avec une certaine force dans cet auditorium. Première chose, c'est juste pure honnêteté. La deuxième chose, vous me demandez pourquoi nous sommes focalisés sur les MNR. Dans un premier temps, quand Hector Feliciano publie son livre, quand j'ai en effet rendu compte de son livre, je ne savais rien de la question, pas plus que Didier d'ailleurs. Je veux dire, bon, effectivement, on était dans un état d'ignorance complet et dans un certain état de stupeur, si ce n'est que j'étais peut-être moins impréparé que d'autres parce que j'avais suivi les travaux de Laurence Bertrand d'Orléac depuis sa thèse et que donc sur la période de l'occupation, j'avais quelques lumières en dehors des raisons personnelles que je pouvais avoir et que j'ai toujours de m'y intéresser. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est 2 choses. La première, c'est que le livre de Feliciano arrive. Je le lis, j'apprends un certain nombre de choses. Et on se dit, Emmanuel et moi, ce qui serait bien, ce serait de continuer. D'ailleurs, Hector Feliciano était parfaitement au courant de ce que nous faisions. Enfin, tout ça, c'est toujours fait de manière très, très limpide et en bonne intelligence. Et là, on se rend compte, on fait l'expérience qu'il avait faite, mais bien longtemps avant nous et de manière beaucoup plus durable, c'est que nous aussi, on se heurte à des fins de non-recevoir. Des musées, du ministère des Affaires étrangères. Je confirme que l'art du ministère des Affaires étrangères pour dissimuler ses archives est exceptionnel, véritablement. Qu'est-ce qui se passe quand vous empêchez 2 journalistes d'enquêter? Juste l'effet inverse de celui qu'on essaie d'obtenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a très bien compris qu'il y avait des choses qu'on voulait nous cacher, on a voulu les voir. C'est-à-dire, en termes de communication, la direction des musées de France a été juste catastrophique, ou alors, de mon point de vue, elle a été parfaite. Premier point. Je pourrais donner des noms, mais je n'ai pas du tout envie. Ce sont des gens décédés pour beaucoup d'entre eux, donc on ne va pas revenir là-dessus. La deuxième chose, c'est que quand on a commencé à enquêter, Emmanuel et moi, on s'est rendu compte, et là, pardon Didier, mais mon témoignage ne sera pas tout à fait le même que le tien, qu'en fait, on pouvait trouver des témoins, qu'on pouvait trouver des descendants, et qu'ils avaient des choses à raconter. Ils avaient des photos, ils avaient des documents, et que donc l'argument qui nous était opposé par la direction des musées de France, qui était que c'était très très compliqué, mais ce n'était pas vrai. Dans certains cas, ce n'était pas très, très compliqué, puisqu'une paire de journalistes qui n'étaient même pas fondamentalement spécialistes de la question, avec un peu d'expérience professionnelle, il est vrai, étaient susceptibles de sortir des dossiers, mais en un temps qui était quand même assez bref. Je veux dire, il nous a fallu, je ne sais pas, mais 2 mois, 3 mois, pour commencer à pointer des œuvres sur lesquelles on pouvait, soi-disant, apprendre aux conservateurs quelles avaient été leurs trajectoires. Alors, dans quelle mesure on la leur apprenait? Bon, je laisse à chacun le soin d'en décider. Et donc, on a parlé d'un certain Maxence, et donc on a parlé d'un certain Degas, et donc on a eu aussi, merci, on a eu la chance de rencontrer des héritiers. Alors, pour confirmer ce que disait Hector Feliciano sur les difficultés qui nous étaient opposées, il faut savoir que par précaution,
s'agissant des héritiers d'un célèbre collectionneur de Saint-Germain-en-Laye, pour éviter toute espèce de brouillage ou de surveillance, je l'ai reçu chez moi, dans notre appartement, avec Emmanuel, car c'était le moyen que nous avions trouvé pour qu'il y ait une véritable assurance de confidentialité de notre rencontre. Et donc, les photos de la collection Kahn ont été étalées sur la moquette de notre salon, et c'est comme ça qu'on en a pris connaissance. Mais j'imagine que d'autres auraient parfaitement pu faire le même travail. Après, les choses se sont enchaînées. Après, il y a eu le colloque sur lequel je serais facilement intarissable, mais la parole est à Hector Feliciano, elle n'est pas à moi. Simplement, tout ce que je peux dire, c'est que sans lui, sans son initiative, absolument rien de ce qui nous réunit ici, fût-ce tardivement, n'aurait été possible. Merci, merci beaucoup pour ces rappels, ce témoignage. Oui, sur les archives. Et moi, il y avait les archives ici, mais je suis allé aussi en Allemagne et trouvé les archives à Koblenz, où j'ai trouvé là les inventaires des Allemands. Ça, c'était très, très important. Et aussi, je suis allé surtout aux archives nationales à Washington. Et là-bas, ils avaient, je demande, et ils me disent, oh là là, vous savez, on a 13 millions de feuilles sans index. On n'y touche pas depuis les années 40. Et en fait, ils avaient photographié, pas photocopié, photographié 13 millions de feuilles. Et ce que je faisais, c'était, je demandais tôt le matin, je demandais par exemple, apportez-moi tout ce que vous avez sur les Rothschild, et puis il m'apportait 4 ou 5 chariots, plein de cartons, où il y avait des cahiers, et des colliers, hein, des cahiers des jeunes barons quand ils avaient 8 ans, 9 ans. Et puis il y avait ça, mais il y avait là, à côté, il y avait les inventaires de confiscation, il y avait d'autres informations sur les tableaux à la maison, il y avait de tout. Ah, c'était une sorte de caverne d'Ali Baba sans mesure. Voilà. Et ça, c'était un moment aussi important en allant en Allemagne, aux États-Unis. Et puis j'avais aussi un très bon contact en Russie et en Ukraine. Et là, c'était un moment où il y avait une petite fenêtre où les archives russes se sont ouvertes. Et à ce moment-là, j'ai reçu énormément d'informations, même par exemple des tableaux volés 2 fois, une fois ici et puis une deuxième fois par la mer Rouge et rapportés en Allemagne, ou par exemple le cas de la bibliothèque Turgenev, qui était ça, et puis qui se trouve toujours là-bas à Moscou. Et donc, voilà. Et c'était un peu comme ça où j'ai pu avoir une sorte de paysage de ce que c'était que le vol. Hein. Voilà. Alors, pardon, on a beaucoup de choses à dire et pour garder du temps pour les questions et les réactions, peut-être que nous pouvons avancer et parler peut-être de ce qui s'est passé après et peut-être jusqu'à aujourd'hui. Les choses ont évolué, il y aurait beaucoup de choses à dire. On a évoqué donc, le lancement de la mission Matteoli en 1997 et Didier faisait remarquer que quand on préparait, dans ce même numéro du Monde en janvier 97, donc, qui est focalisé là, avec cette une, ce dessin de Plantu sur les œuvres des musées, c'est dans le même numéro que l'on annonce, donc vous voyez en haut, le lancement de la mission Matteoli en janvier 1997. Il y a ça, il y a les principes de Washington en 1998, il y a la création de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation en 1999, la Fondation pour la mémoire de la Shoah au même moment. On a sur le plan judiciaire également des évolutions importantes avec notamment le procès contre l'État pour les MNR de la famille Gentili di Giuseppe, et Corinne Herskovitch est présente, c'est elle qui défendait la famille à ce moment-là. Donc les choses commencent à évoluer et on
on n'a pas dit, un site internet avec la base Rose-Valland, donc qui s'appelle pas encore base Rose-Valland, je crois, à ce moment-là, mais le site internet des MNR est publié, le catalogue en 2004, catalogue papier des MNR, dont Anne Roquebert qui est ici, et Claude Lenné, sont les auteurs et publiés à ce moment-là. Et voilà, donc on a des avancées, on a des restitutions, 135 à peu près œuvres MNR qui sont restituées depuis ce moment-là. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un certain nombre de livres, d'œuvres qui sont citées dans votre livre en 95 ont été restituées dans les années qui ont suivi, et d'autres continuent d'être, d'autres ont été restituées par la suite. Le Degas, le fameux, n'est pas restitué. On est toujours bloqué parce qu'on n'a pas de nom de propriétaire. On ne sait pas si le propriétaire, M. Hoxhey, dans les années 20, est toujours le propriétaire. Et là, on a 20 ans de trou entre 20 et 1940. C'est un peu trop long pour considérer que cette personne était toujours propriétaire en 40. Mais voilà, je crois qu'il y a des évolutions. Et pardon, je vous laisse la parole. Et sur les archives des affaires étrangères, je pense qu'on peut noter que depuis quelques mois, elles sont non seulement numérisées, les archives de la récupération artistique, mais elles sont en ligne, ce qui est une évolution aussi importante. Alors, voilà, comment, Hector et vous Didier, comment voyez-vous, commentez-vous les choses, l'évolution, sachant qu'il y a eu plusieurs éditions, d'abord traduction en anglais et en allemand de la première édition, ici à la fin des années 90, et puis une nouvelle édition en espagnol d'abord, en Argentine et en Espagne, El Museo Desaparecido, et la deuxième édition en 2008 de votre ouvrage très complété, et qui est la dernière version connue. Oui, moi, je pense que maintenant, bien sûr, ça fait plaisir de voir que... Je ne vous posais pas toutes ces questions pour que nous ayons tous nécessairement des compliments. Non, mais je pense que c'est formidable, disons, de voir que l'idée du vol et l'idée de restitution, et ça fait partie maintenant de la logique des choses. Et je pense que... J'ai toujours pensé que le vol était bien sûr conçu d'une certaine manière contre les Juifs, mais aussi il y avait les opposants politiques et il y avait des francs-maçons. Et les francs-maçons, et je suis allé à la Grande Loge, celle du 17e, j'oublie toujours. C'est pas le Grand Orient. C'est la Grande Loge. Voilà. Et là-bas, quand je suis allé pour faire j'ai fait ma recherche, et j'ai demandé voir des fiches qui avaient été... c'était des fiches de chaque franc-maçon, avec adresse et tout. Et puis, il avait encore les tiroirs avec les fiches. J'étais par terre dans le sous-sol, et il ne s'en occupait pas. Et moi, j'étais tout étonné. C'était pour moi la même chose que le vol d'art. Et j'étais étonné. Les archivistes là-bas, ils ne s'en occupaient pas. Et pour moi, c'était une chose très importante aussi. Et les opposants politiques, c'est la même chose, je pense. Et donc, ça, c'est des travaux, à mon avis, des chantiers qui sont là. Il y a le chantier des livres, qui est là, mais ça, c'est très difficile, à mon avis. Les chantiers des meubles, et je pense, Magali Dumas, il a déjà travaillé. Pardon ? Margot, pardon. Oui, Margot Dumas, elle a travaillé, et puis, dessus, et puis, mais voilà, et je pense, ça, c'est un travail à faire. Un sujet, quelque chose qui m'a frappé, c'est que, et ça, on en parlait hier, et... l'histoire de l'art volé, l'histoire de la restitution, je pense, a préparé, a formé d'une certaine façon les mêmes milieux pour la restitution du patrimoine culturel des colonies, à mon avis. C'est des sujets qui sont venus se tresser, et l'un et l'autre, et puis, à mon avis, ça, c'est maintenant à peu près la même chose, à mes yeux. Et puis, je pense que c'est très bien, c'est quelque chose qu'il faut penser. Moi, je ne pense pas qu'il faut tout restituer. Bien sûr, il faut travailler, il faut faire de la recherche,
Mais je pense que ça m'a fait une très grande joie de voir que le sujet de l'art volé en France ou en Europe par les nazis est venu se joindre et chevaucher le sujet de l'art volé et dans les colonies, etc. Bien sûr, il y avait toujours les Grecs qui étaient avec le Parthénon et les frises, etc., bien sûr. Mais c'était un sujet qui était presque sui generis. C'était là et il ne s'étendait pas. Hein, mais moi, je pense qu'avec les tableaux volés, ça s'est bien lié. Et pour moi, c'est ça l'avenir. À mon avis, je crois qu'il faut travailler là-dessus. Et puis surtout, comme disait Didier, il y a énormément de choses à faire. Il faut essayer de dépasser le musée disparu d'une certaine manière. Voilà. Mais bien sûr que ça me fait très plaisir. Ah oui, il y a une chose aussi assez importante. Au début, quand les restitutions, après la publication du bouquin, les restitutions ont été plus rapidement faites aux États-Unis. Plus compliqué de faire en France ou en Europe, parce que ici, comme je dis tout à l'heure, c'était des décisions politiques très importantes. Et donc, c'est plus centralisé. Et bien sûr, quand le livre est paru en France et que la France s'est intéressée à beaucoup de choses, à ces sujets, l'Autriche, l'Allemagne, puisque la France est un des modèles culturels en Europe, l'Autriche et l'Allemagne et l'Italie, l'Angleterre et même les États-Unis ont suivi le pas. Au début, aux États-Unis, on aurait dit que c'était plus facile parce que c'était des décisions privées, c'est des musées qui dépendent d'un directoire, des personnes privées qui peuvent décider. Et on avait l'impression que c'était plus facile. En fait, aujourd'hui, je pense que ça s'est inverti et c'est plus facile ici parce que la décision politique a été prise, alors que là-bas, chaque musée lutte contre la restitution, mais de manière comme féroce. Hein. Et voilà. Et donc, mais c'est tout de même, oui, assez intéressant et assez important de le dire et que vous le sachiez si par hasard vous ne le savez pas. Voilà. Merci. Peut-être juste un petit mot. Ce que je me disais en t'écoutant, c'est que, et en écoutant Philippe, c'est que finalement, si tu n'avais pas sorti le musée disparu, comment le sujet serait sorti ? Il n'y avait personne d'autre qui travaillait sur la question. Tu n'étais pas en concurrence avec... Bon, Sprang, dont j'apprends ce soir qu'il n'est plus parmi nous, ce qui m'attriste beaucoup parce que c'était un type assez extraordinaire. Il y avait que Sprang qui travaillait là-dessus. Ah, bon. Donc, on ne peut pas se dire, tiens, il y avait quelqu'un qui allait sortir les trucs et tout. Je veux dire, comment est-ce qu'on serait... Non, mais c'est un vrai... Je ne m'étais jamais formulé cette question comme ça. Déjà, le mal qu'on a eu à faire passer le sujet au sein de la mission Matteoli. Il a fallu 18 mois pour que la mission Matteoli consente à ce qu'il y ait un rapport spécifique sur la spoliation des œuvres d'art. Donc ça veut dire que c'était un sujet qui était difficile à faire admettre. Donc si le musée disparu n'avait pas été publié, je ne sais pas comment le sujet serait sorti. On ne saura pas de cette façon-là. Peut-être je voulais juste, avant de passer la parole, souligner un point parmi les évolutions. On a beaucoup parlé du côté pour ce qui concerne les musées français et la recherche. On a beaucoup parlé des MNR et votre livre Les Amis en Lumière. Vous avez parlé de bombes. On a beaucoup parlé des MNR. Il y a eu un grand travail de fait. Il y a encore beaucoup à faire. Et comme je le disais, on est encore coincé dans beaucoup de cas. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas
par où sont passées ces œuvres avant la Deuxième Guerre mondiale, et par qui en était le propriétaire. Mais il y a tout le reste qui est en fait peut-être tout l'essentiel, c'est-à-dire les œuvres des collections, les œuvres qui sont entrées dans les collections tout à fait normalement pendant la guerre, mais surtout après la guerre, entre les années 50 et jusqu'à aujourd'hui. Normalement, aujourd'hui, on fait attention et donc on ne fait plus entrer d'œuvres problématiques, mais un certain nombre indéterminé sont entrés dans les collections. Et à ce moment-là, et votre livre n'en parle pas beaucoup à ce moment-là. Dans la foulée, Didier le rappelait, il y a eu le débat, enfin la recherche autour d'une des œuvres qui se trouve dans la salle dite des Martyrs au jeu de paume, qui est un tableau que vous voyez assez mal ici, un tableau de Braque, L'homme à la guitare, qui est un tableau qui est entré au Centre Pompidou dans les années 80. Et qui a finalement n'ont pas été restitués, mais il y a eu un accord entre les ayants droit et le musée et l'État pour qu'ils puissent rester au musée. Mais voilà, un certain nombre de ces œuvres sont entrées dans les musées, et ça, c'est sans doute le nouvel enjeu de la recherche. Il y a un certain nombre de personnes qui travaillent dans les musées ici, et nous-mêmes, Mission de recherche et de restitution, nous travaillons sur ces œuvres dans les collections nationales, dans les collections territoriales aujourd'hui. Et c'est finalement un champ assez nouveau, qui est sans doute plus vaste que les MNR. Encore une fois, on ne sait pas dire combien il y a d'œuvres spoliées dans les musées, mais c'est bien pour pouvoir restituer ces œuvres que, justement, une décision politique a été prise l'an dernier, une loi cadre a été votée pour faciliter la sortie des œuvres de ces œuvres spoliées des collections publiques. Donc je crois que c'est aussi une évolution importante. On continue à travailler sur les MNR, et on a besoin de le faire. Et on travaille sur un champ bien plus vaste aujourd'hui, auquel on pensait un peu moins dans toutes ces années. Et après le Braque, il n'y a pas eu tellement de questionnements, rappelez Didier, sur les autres œuvres des collections. Voilà, peut-être qu'il y a, ou sans doute y a-t-il des réflexions, des questions, des commentaires. Allez-y, monsieur, madame. Pour des œuvres qui auraient été achetées de bonne foi, est-ce que vous avez travaillé sur les catalogues des galeristes, en particulier suisses, et également des salles de vente prestigieuses? J'ai compris la question bien. Oui, c'est si j'ai travaillé sur les Catalogue de vente. Des œuvres qui auraient été achetées de bonne foi. Oui. Est-ce que vous avez travaillé sur les catalogues de vente des galeristes prestigieux? Oui. Oui, quelques-uns. J'ai un petit chapitre sur la Suisse, et j'ai travaillé un peu, mais je n'ai pas fait. Il faut comprendre que je me suis rendu compte très tard qu'il m'aurait fallu avoir plusieurs vies simultanées et comment dire, successives pour pouvoir travailler sur tous les sujets. Et donc, mais j'ai travaillé un tout petit peu. Et en fait, ce que je voulais faire, ça je le disais l'autre jour, ce que je voulais faire, c'était au début, je voulais travailler sur tout le vol de tout et des nazis en Europe. Et là, là, je me suis rendu compte que c'était impossible. Je ne connaissais pas une dizaine de langues, etc. Et donc, et je me suis donc limité à la France. Je me suis dit, la France, c'est tout de même le pays le plus pillé de l'Europe occidentale. Et puis aussi, il faut que je choisisse, que je sélectionne certaines familles qui sont emblématiques. Et puis, si j'arrive à enlever la brique qui fait que toute la façade s'effondre, ça me suffit. Et puis, c'est ça. Donc, je ne pouvais pas travailler sur tout en Suisse, mais je crois que j'ai donné quelques éléments pour que d'autres gens continuent à le faire. Et puis, et voilà, oui. Mais c'était un regret, c'est encore un regret de ne pas être un personnage de science-fiction avec vie simultanée, successive et tout ça. Voilà. Oui, tout en étant en admiration de votre travail, M. Feliciano, et époustouflant.
J'aurais aimé avoir quelques mots sur Rose Valland, qui, je pense, a dû vous aider. Le travail de Rose Valland, et entre parenthèses, en ce moment, il y a une pièce de théâtre qui se joue sur sa vie. Voilà. Merci. Oui, Rose Valland, elle a fait un travail exceptionnel, très courageux aussi, puisqu'elle s'est vraiment imposée. Hein. C'était quelqu'un qu'on jetait par la porte, puis elle rentrait par la fenêtre. Et puis, elle a essayé, dans le cadre, de façon très intelligente, dans le cadre d'un futur traité de paix, et elle voulait faire une sorte de contre-inventaire, ce qui lui a permis vraiment de suivre le vol. Et à la fin de la guerre, elle avait énormément de dossiers chez elle. Elle habitait vers la rue de Zarenne, dans le 5e. Et puis, elle se méfiait des Américains, des soldats américains qui arrivaient. Et puis, il y a j'oublie son nom, le directeur, qui est ensuite directeur du Metropolitan, James Rorimer, voilà. Lui, il raconte que Rose Valland essaye de voir quelles sont ses motivations, qu'est-ce qu'il veut, etc. Finalement, il se rend compte que Rorimer, il veut vraiment restituer les œuvres, et puis il l'invite à la maison et il lui donne tout le matériel qu'elle a, c'est-à-dire les inventaires. Et ça a permis, bien sûr, de récupérer énormément de choses. Et sur le livre, c'était un livre qui était très dans le contexte de l'époque et fait par un fonctionnaire de l'époque avec des réserves, des limites, etc. Et puis qui donnait l'impression que tout était terminé. Et voilà. Mais c'était un livre assez important et c'était d'ailleurs le seul livre que j'ai trouvé publié sur le sujet. Il y avait un autre article de Janet Flannery, voilà, oui, et Janet Flannery du New Yorker. Et c'était en 1945 et c'était le seul grand article sur le sujet et celui de Rose Valland. C'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. Et donc, c'est des travaux très importants. Et puis, vraiment, Rose Valland, je crois qu'elle mérite tout ce qu'on peut dire sur elle. Voilà. Oui, oui. Bonsoir. Merci pour votre intervention et pour votre travail. J'ai 2 questions ou remarques. Est-ce qu'il faut comprendre qu'à la publication de votre livre, on a été plus choqué par la non-restitution que par la spoliation et le pillage lui-même? C'est ce que je comprends des réactions et notamment des articles du Monde. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question est, excusez ma naïveté, mais je ne comprends pas la réaction des musées et des conservateurs en ce qui concerne les MNR. Autant je peux comprendre que sur les collections publiques et les œuvres qui seraient rentrées éventuellement de bonne foi dans les collections, on puisse avoir des réticences, mais dans la mesure où ces collections avaient été clairement identifiées de par leur catégorisation, comment expliquer l'attitude des musées et des conservateurs? Est-ce que c'était par finalement culpabilisation de ne pas rechercher les ayants droit? Est-ce que c'était par volonté de conserver d'une certaine manière, puisque c'est leur vocation, ces œuvres dans les musées? Voilà, je m'interroge vraiment, ce qui montre aussi, je précise que je travaille au ministère de la Culture, pas sur ces sujets, mais au ministère, ce qui peut expliquer aussi qu'aujourd'hui, la mentalité a profondément changé, puisque je ne comprends pas qu'est-ce qui a pu motiver cette réaction, au-delà de la sidération dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Merci. Oui, je vais répondre, mais aussi, je pense que Didier aussi il a des choses à ajouter. Mais oui, au début, je pense que la grande surprise, c'était le fait du vol même, la méthodicité, le systématique, le côté systématique, et ça surprenait. Hein? Et aussi, bien sûr, le fait
que les tableaux soient quelque part. Hein, parce que, et comme on a dit un peu, la plupart des personnes à l'époque pensaient que c'était un chapitre fermé. Et donc, ils ne savaient pas que peut-être c'était dans le musée à côté. Et ça, c'était très fort. C'était comme une sorte de chapitre non achevé de la Seconde Guerre mondiale. Et pour l'autre, moi, j'ai compris, petit à petit, j'ai compris en fréquentant la direction des musées, les conservateurs, qu'il y avait une sorte d'idée qu'un tableau qui rentre au musée ne doit jamais sortir. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé, parce que je suis arrivé là-bas avec une grande innocence, en disant pourquoi on ne peut pas les trouver, pourquoi on ne peut pas les restituer. Et je pense aussi, il y avait ça, et ensuite, il y a eu la honte, peut-être de la culpabilité, mais la honte de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire, et des complicités. Voilà. Et puis, il y avait l'ancien directeur du Louvre, comment il s'appelle? Qu'on a mentionné tout à l'heure. Rosenberg? Landais. Oui. Voilà. Landais, quand je l'ai interviewé, il m'a dit, oui, effectivement, on a ça et on n'a jamais voulu le restituer. Voilà. Et ça, c'était très fort. Mais ça donne aussi une mesure du changement des mentalités. Le fait qu'on soit tous là, qu'on soit tous à peu près d'accord sur le sujet, et ça donne une mesure de ce qui s'est passé. Il faut comprendre qu'à l'époque... Ah oui, il y a eu aussi une autre réaction, c'était la réaction de Françoise Cachin au moment de la publication. La directrice des musées de France. Voilà, la directrice des musées de France à l'époque. Et je suis allé à la direction plusieurs fois. J'avais demandé à parler avec elle plusieurs fois. Elle m'avait toujours dit non. Et puis, une fois que le livre est publié, elle me reçoit. Et puis, à haute voix, elle est en train de dire « Mais qu'est-ce qui va se passer ici avec le marché ?» Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va être compliqué. Puis les Américains. Et là, j'ai compris une mentalité de concurrence, une mentalité aussi de un peu... On ne peut pas parler de ça maintenant parce qu'il faut continuer et ça nous oblige à parler des collaborateurs. Vous voyez, et c'est quelque chose qui est arrivé ici sur le plan politique dans les années 40-50. Il y avait la guerre froide, il y avait le Parti communiste qui était très fort et il fallait lutter avec ça. Et on a pris les anciens collaborateurs ou semi-collaborateurs et on les a intégrés. Et donc, il y avait une sorte de grand consensus. Avec la fin de la guerre froide, ce consensus commençait à se dévisser. Et les gens parlaient. Il y a eu aussi une autre chose. Au moment de la commission Matteoli, on a fait une enquête nationale sur les tableaux. Et puis, je crois qu'il y avait quelque chose comme 75% des jeunes de l'époque étaient pour la restitution. Et ça... Pour moi, c'était la preuve que c'était un changement de génération. Voilà. Oui, mais je ne sais pas si Didier, il a... Non, moi, si je peux... Didier, tu me laisses la parole une seconde? Oui, vas-y, c'est mieux. Juste pour répondre à votre question, puisque le réflexe de propriété des conservateurs, alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, peut-être a-t-il changé, peut-être n'a-t-il pas changé, mais était absolument... féroce. Pour vous donner un exemple, qui concerne une historienne de l'art que je connais assez bien, conduit un certain nombre de ses étudiants au Louvre et devant un tableau, un retable, comme on dit, primitif, vous savez ce que je pense du terme, allemand, il y a un conservateur qui les accompagne et qui était chargé de ce département. Et avant que l'historienne de l'art en question ne dise quoi que ce soit sur le retable, le conservateur dit devant les élèves, voilà, et ça, madame, c'est un tableau dont votre mari veut nous priver. Vous avez compris qui était l'historienne de l'art. Bon, donc, si vous voulez, on était face... Voilà un tableau dont votre mari
veut nous priver. C'est-à-dire que et nous étions, Emmanuel et moi et Hector, des gens qui allions entreprendre de... Bon, vous voulez que je dise son nom, Salmona? C'était Jacques Foucard. Bon, moi ça me gêne pas, hein. Bon, ben, c'était Jacques Foucard. Bon, et on préparait le démantèlement des collections nationales. Ce qui fait que, quoique nous ne soyons pas d'accord, ma voisine et moi, j'observe des réflexes qui sont relativement les mêmes, et là je rejoindrai aussi ce qu'a dit Hector Feliciano tout à l'heure, quand il s'agit de poser la question de la restitution des spoliations coloniales. On assiste aussi à des réflexes de propriété qui sont extrêmement violents. Bon, et puis, j'ajouterai une dernière chose, et après, en effet, je devrais vous quitter. C'est que tout à l'heure, il y a un point que j'ai oublié d'évoquer. Je ne voudrais pas jeter ni d'huile sur le feu, mais je crois que parmi les nombreux points que les historiens et les historiennes pourraient étudier aujourd'hui, pardon de le dire, mais il ne serait pas mauvais que quelqu'un, ce ne sera pas agréable à faire, fasse une enquête sur l'antisémitisme, soit larvé, soit exprimé dans le milieu des conservateurs français, dans l'entre-deux-guerres et jusqu'à la période de l'occupation. Une chercheuse, qui n'est pas là aujourd'hui, Emmanuelle Pollack, puisque vous voulez que tous les noms soient cités, cher Salmona, m'a récemment communiqué des correspondances émanant de conservateurs en fonction au Louvre au moment de la période de l'occupation, dont je ne répéterai pas les termes, pour le coup, c'est pas, mais parce qu'ils sont infâmes. C'était un milieu qui était un milieu d'extrême droite. C'était un milieu qui était un milieu très... Enfin, en grande partie. C'était un milieu qui était souvent un milieu très fortuné. Il ne faut pas oublier que les conservateurs dans les années 30, ça ne va pas avec un salaire. Donc ça suppose que l'on ait des moyens familiaux pour exister. Tout cela ne contribuait pas ni à ce qu'il y ait un recrutement social particulièrement élargi, ni à ce qu'il y ait une diversité d'opinions politiques extrêmement large. Merci. Alors, juste un ou deux mots. Pardon, Didier. Non, juste un mot pour répondre. Philippe et Hector ont répondu en partie. La chose qui aussi était très empêchante vis-à-vis de la visite des restitutions, c'est qu'on se rendait bien, comme pour toute restitution, mais à l'époque, c'était beaucoup plus dirimant qu'aujourd'hui. C'était est-ce qu'on restitue? Est-ce qu'on a raison de restituer? Est-ce que c'est la bonne personne à qui on restitue? Et je dois vous dire que j'ai été acteur d'une restitution d'un très peu de temps après cette période, je crois que c'était en 98, d'un utrio à une dame qui était toute petite fille au moment du démarrage de l'occupation, et qui, c'est d'ailleurs, ça a été le seul bénéfice de ces expositions qu'on a fait en 97, où on a sorti pour la première fois tous les MNR. Elle était venue par hasard visiter cette exposition, elle est tombée nez à nez devant un utrio, et c'était l'utrio qu'il y avait dans la salle à manger ou dans le salon de ses parents. Et j'ai dit, bon, c'est très joli tout ça, mais il faut quand même bétonner un tout petit peu votre souvenir avec des documents. Ça a été bétonné un peu rapidement, et quelques années après, nous nous sommes rendus compte, avec une personne qui est ici assise au premier rang, que... oui, c'est toi, Muriel, que cette dame était dans l'ignorance de ce que son père avait, au moment de son départ de France, avait nanti le tableau auprès d'un de ses collaborateurs pour rembourser des dettes, etc. Il n'était absolument plus propriétaire. Et bon, voilà. Donc, si vous voulez, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, les recherches sont plus fines, qu'on s'entoure de plus de précautions, et qu'à l'époque, on n'avait pas un accès archivistique suffisant qui nous garantissait, si vous voulez, que les restitutions allaient dans les bonnes directions. Bon, mais c'est un peu dilatoire, hein, comme argument, ce que je vous donne. L'argument de fond, c'est ce que disait Hector, c'est ce que disait Philippe, c'est que
les œuvres étaient là dans les musées, même si ça n'appartenait pas aux collections, c'était là, quoi. Peut-être juste avant une autre question, et pour répondre à Philippe Dagen qui est parti, mais pour tout le monde, sur le point, donc, moi je n'y étais pas et je ne suis pas sûr qu'on puisse généraliser sur l'ensemble des gens, comme jamais, en général, il vaut mieux ne jamais généraliser, mais en tout cas sur les mentalités, je pense qu'il est important de dire aussi que s'il y a des choses qui devaient changer, elles ont en grande partie changé, qu'il y en a un certain nombre dans la salle, des conservateurs ou des équipes scientifiques des musées qui sont tout à fait acquis à la cause, si on l'appelle comme ça, de la recherche et de la restitution. Les restitutions récentes, on peut commencer par le Klimt du musée d'Orsay qui est sorti des collections publiques sans que la présidente d'Orsay hésite une seconde et sans que le gouvernement hésite aussi une seconde. Le vote de la loi l'an dernier, donc pour faciliter la sortie des œuvres, témoigne également de cette évolution-là. Et pour les anecdotes aussi, très récemment, on a contacté un directeur de musée territorial dans le sud de la France à qui on a appris qu'il avait un tableau acheté il y a 50 ans qui était spolié et il était prêt à le décrocher dans la seconde, voilà, pour aller le restituer. On lui a dit que non, il y avait une procédure à suivre et que ça allait prendre quelques mois. Donc voilà, les choses ont évolué. Et juste sur la correspondance qu'évoquait Philippe Dagen, elle est, pour donner les noms, il s'agit certainement de Germain Bazin et René Huyghe. Elle est publiée dans une fiche, les fiches Huyghe et Bazin du répertoire des acteurs du marché de l'art, publiée par l'Institut national d'histoire de l'art, et la fiche rédigée par Ophélie Jouan qui est ici. Et ces archives sont aux archives, ces correspondances qui sont en effet assez terribles, comme il le disait, sont aux archives nationales et désormais connues et partiellement publiées déjà grâce à cette notice du répertoire des acteurs du marché de l'art. Merci. Il y avait une question de Paul Salmona. Oui, c'était plus une suggestion qu'une question, mais évidemment la réaction des intervenants m'intéresse. D'abord, je voudrais remercier Hector Feliciano parce que c'était évidemment très passionnant de comprendre la fabrique de son livre et sa démarche. Je voudrais aussi remercier Didier Schulman parce qu'évidemment, ce qu'il a décrit de la sidération des conservateurs au moment où le livre est paru m'a semblé très juste. Moi, j'en ai été témoin à l'époque chez mes collègues du musée du Louvre. Et il me semble, et c'est une manière de répondre à la question de madame tout à l'heure, qu'il y aura un vrai travail de recherche, plus qu'une enquête, comme disait Philippe Dagen, mais un vrai travail de recherche, un master ou une thèse, sur de sociologie de la culture et de sociologie administrative, un peu comme ce qu'a fait Marc-Olivier Baruch sur l'administration française sous Pétain, mais sur le milieu des musées et les conservateurs et la direction des musées de France et les directeurs de musées à l'époque, au moment de la publication du livre, et du pourquoi de cette sidération, des ressorts psychologiques, mais aussi des ressorts en matière de connaissances, de ce qu'on savait, de ce qu'on ne savait pas, de ce qu'on pensait du droit, parce qu'il me semble me souvenir, et là je parle sous votre contrôle, et personnellement c'est un dossier que je connais très mal, mais que le décret de dissolution de la commission est très mal rédigé, et que les conservateurs pouvaient penser qu'au bout d'un certain temps, les œuvres étaient tombées dans les collections publiques. J'emploie le pouvait, hein. Et qu'en tout cas, il y aurait une vraie enquête à faire auprès de ceux qui sont de jeunes retraités, comme Didier Schulman, à l'instar de ce qu'a fait il y a 30 ans Hector Feliciano. Il y en a plein. On ne peut plus poser la question des motivations de sa réaction à Michel Laclotte ou à Erland Brandenburg ou à Hubert Landais. Ils sont plus de ce monde, mais on peut encore interroger Pierre Rosenberg. On peut encore interroger Pierre Nora sur savoir s'il aurait publié votre livre ou pas. Parce que aujourd'hui, il dirait aujourd'hui, non, mais Gallimard l'a publié. Mais s'il aurait publié à l'époque votre livre ou pas, par solidarité avec Françoise Cachin, vous n'avez pas dit son nom, qui était son ex-femme, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et si je disais tout à l'heure à Philippe Dagen, donner des noms, c'est pas pour crucifier Foucard. C'est parce que si on veut produire de la connaissance, il faut dire qui a dit quoi, qui a fait quoi, sinon on ne comprend rien. Voilà, il me semble qu'il y aurait un vrai travail de recherche. Par ailleurs, je dément ce que disait Philippe Dagen. Tous les conservateurs avant-guerre n'étaient pas antisémites. Il y avait même des juifs. Oui. Et Charles Sterling s'est exilé aux États-Unis. Donc il faut aller dans la nuance et il faut publier et dire de manière explicite qui a dit quoi, qui a fait quoi, me semble-t-il. Voilà, mais Non, je vais dans le sens de Paul pour modérer les propos
de Philippe. Dans le même dossier qui a été récupéré par les Archives nationales il y a 30 ans, donc de la correspondance de René Huyghe, il y a donc toutes ces lettres de Bazin adressées à Huyghe dont un certain nombre sont absolument abjectes, mais il y a aussi un petit dossier qui concerne Charles Sterling, dans lequel René Huyghe intervient personnellement auprès de différents consulats, principalement du consulat américain, pour essayer de faciliter la sortie de France de Charles Sterling et qu'il puisse émigrer aux États-Unis. Donc, René Huyghe, récipiendaire des lettres antisémites de Germain Bazin, était aussi actif pour essayer de protéger Charles Sterling. C'est tout. Nuancé Philippe, qui est souvent un peu abrupt. Radical. Une question là-haut de Corinne Herskovitch. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, Corinne Herskovitch, comme vous avez cité tout à l'heure qu'il y a eu aussi un pan judiciaire à toute cette histoire. Moi, j'ai connu Hector Feliciano à la sortie de son livre, que je l'ai rencontré avec le petit-fils de Federico Gentili di Giuseppe, donc cette affaire qui nous a amené devant le tribunal de grande instance de Paris, puis la cour d'appel de Paris. C'est vraiment tout à fait concomitant. Donc moi, j'ai eu la chance peut-être de vivre cette période du point de vue d'une famille qui revendiquait des MNR, parce que c'est important de souligner qu'à l'époque, c'était des MNR. La propriété de Federico Gentili di Giuseppe n'était absolument pas contestable, puisqu'il s'agissait d'une vente aux enchères de toute la collection de Federico, qui était mort en juillet 40. Et pour autant, la fille de Federico Gentili di Giuseppe a réclamé ses œuvres tout de suite après la guerre, et ça lui a été refusé parce qu'il y avait une vente d'apparence légale. Finalement, on se retrouve devant le tribunal et puis devant la cour d'appel, et le Louvre est condamné à restituer ces 5 œuvres qui étaient accrochées depuis 1945 et que le Louvre avait toujours refusé de restituer. Ce que je veux dire simplement, c'est que au moment où Hector Feliciano écrit son livre, que le livre paraît, que effectivement Francine, alors à l'époque c'était Françoise Cachin, moi j'ai eu affaire à Francine Mariani Ducret, mais l'attitude était à peu près la même. L'attitude des musées, c'était effectivement ce qui est dans les musées n'en sort pas. Et l'attitude des historiens, à laquelle j'ai été confrontée aussi, c'est on ne va pas porter cette affaire devant les prétoires. L'histoire de la Shoah, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on ne va pas la porter devant les prétoires. Il n'empêche que je pense que c'est aussi la décision de la Cour d'appel de Paris qui a condamné le Louvre à restituer 5 MNR, qui a permis ensuite de pousser la direction des musées de France à trouver des solutions pour certains de ces MNR dont il était évident qu'ils étaient spoliés. Parce que la première réaction de la direction des musées de France à la sortie du livre d'Hector Feliciano et de ce qui a été dit sur les MNR dans Le Monde par Philippe Dagen et Emmanuel Deroux, c'est sur les quelques 2000 MNR déposés dans les musées, il y en a très peu qui sont des tableaux spoliés. Ce sont des tableaux qui ne sont pas spoliés, des objets qui ne sont pas spoliés. Donc je voulais simplement dire que toute cette période de 1995 à la sortie du livre d'Hector Feliciano jusqu'à les différentes lois qui ont été évoquées par David Zivie, c'est une période qui serait effectivement très intéressante à étudier sociologiquement et psychologiquement parce qu'il y a des hauts et des bas. Et si aujourd'hui la parole publique est très en faveur des restitutions, et Hector Feliciano s'en est beaucoup réjoui, eh bien moi je peux vous dire, en tant qu'avocate qui porte encore des dossiers de revendication régulièrement devant les tribunaux, auprès des musées, etc., je peux vous dire que ce n'est pas si simple. Donc la parole politique, la parole publique n'est pas forcément suivie des meilleurs effets au sein des institutions. Donc si les jeunes conservateurs sont peut-être beaucoup plus ouverts, il est évident que je ne rencontre plus exactement la même attitude de la part des uns et des autres. Pour revenir à Jacques Foucard, qui a été cité tout à l'heure par Emmanuel Dagen, moi j'ai une expérience avec Jacques Foucard, c'est que l'un des tableaux qui a été restitué à Federico Gentili di Giuseppe a été vendu aux États-Unis, et Jacques Foucard a écrit à tous les musées pour leur interdire d'acheter ce tableau. Donc il y avait quelque chose de très fort à l'époque, et je pense que Didier Schulman se souvient des quelques échanges qu'on a eus, parce qu'on n'a pas été toujours très amis, on ne peut pas dire.
Donc ça a changé, c'est vrai. Mais l'attitude des institutions aujourd'hui n'a pas forcément évolué autant que la parole politique. Et c'est important de le souligner et de le regretter. Voilà, merci. Après, je me permets de répondre, mais on ne va pas débattre ici. Il y a des évolutions, et sans doute qui doivent encore se prolonger. Encore une fois, pour ma part, je n'y étais pas, comme on dit, mais je comprends un peu comment ça s'est passé. Il y a des choses qui ont évolué. Il y a parfois il y a même des contentieux judiciaires encore, malheureusement, de temps en temps, parce qu'il y a des désaccords. Il y a en tout cas un certain nombre d'évolutions qui ne sont, j'espère, et je ne crois pas qu'un discours politique, mais voilà, je ne suis pas là ici pour défendre ce que fait l'État, ce que fait le gouvernement. Mais voilà, je réponds, et on pourrait continuer assez longuement avec aussi d'autres personnes ici. Mais il y a encore une autre question. J'avais plutôt une question de contexte pour Hector et une remarque pour Didier. Il y a quand même le livre de Lynn Nicolas qui a été publié en 1994 et traduit en français en 1995. Hector, est-ce que vous avez été en contact avec Lynn ou comment vous l'avez rencontrée? Vous en avez parlé, échangé? Comment ça s'est passé? Oui, j'étais en contact avec elle et peut-être un an avant la publication de mon livre. Et puis elle travaillait surtout sur le vol, mais aussi sur le côté américain, les forces américaines, hein, et le travail des Américains. Mais elle ne cherchait pas des tableaux. Moi, c'était un de mes objectifs essentiels. Et elle est venue au séminaire là qu'il y a eu au Louvre, et puis elle n'était pas contente, alors qu'elle avait dit qu'elle avait lu mon livre. Elle n'était pas contente du fait qu'on parlait, nous, de restitution. Et ensuite, quand mon livre est paru aux États-Unis, quand il allait paraître, elle avait donné pour le 4e de couverture un commentaire. Et puis le livre devait paraître, c'est pas un mois avant, et il y a eu le Washington Post qui a fait un article à la une, etc., sur les tableaux, etc., la restitution, etc. Et puis elle l'a lu, bien sûr, on mentionnait mon bouquin, et elle l'a lu, et puis là, à l'instant, et après l'avoir lu, elle appelait mon éditeur pour dire qu'elle reprenait son commentaire de 4e de couverture. Et moi, je n'ai jamais compris, si elle avait lu mon livre, comment on pouvait ne pas comprendre que j'étais lié à l'idée non seulement de retrouver les tableaux, mais de les restituer. Et moi, je ne comprends pas comment on peut travailler sur le sujet sans penser à retrouver les tableaux et à les restituer. Donc, voilà. Depuis, ça fait très longtemps que je ne la vois pas, bien sûr. Et puis, mais c'était quelque chose de très curieux, parce qu'à la fois, elle venait au musée, elle venait au séminaire, etc. Mais oui, j'ai pas trop compris. Je pense qu'elle voulait se limiter à travailler sur le côté américain, le côté un peu cocorico, mais américain, et à mon avis. Hein. Voilà. Autre question. Ophélie Jouan, je reviens 30 secondes sur la question des conservateurs dans l'entre-deux-guerres et pendant l'occupation, puisque, en l'occurrence, j'ai travaillé, comme le rappelait David tout à l'heure, sur Germain Bazin et sur René Huyghe. Je me suis intéressée à ces archives qui ont été achetées par les Archives nationales il y a quelque temps. Voilà, donc la correspondance a été passée en revue. Effectivement, elle contient des choses assez peu reluisantes. Ça a été largement publié dans le répertoire des acteurs du marché de l'art. Donc, il y a des choses qui existent. C'est dommage que Philippe Dagen ne soit plus là, parce que c'est vrai qu'on peut quand même parler de la recherche qui est en cours. Il y a un travail qui se fait. Moi, en tout cas, je m'y intéresse dans mes recherches. Et je vais venir justement à une question pour vous, Hector Feliciano, à ce propos. Parce que moi, je pense qu'on refait sans cesse un procès des acteurs et des actions d'une époque qui était quand même, il y a 80 ans,
à l'aune de nos propres grilles mentales, morales, et que, en fait, on pourrait peut-être aussi laisser aux historiens la place de s'intéresser à ce sujet, de le prendre de manière dépassionnée, ce qui ne veut pas dire passer sous silence ou crédibiliser en fait les actions immorales qui ont été faites à cette époque-là, mais de les comprendre dans un contexte. Et je pense qu'on oublie beaucoup de saisir la mentalité qui est celle de cette époque-là, qui permet de comprendre pourquoi derrière on arrive à un silence de 30 ans et pourquoi effectivement ça a ressurgi de manière assez idoine dans les années 90. Et moi je serais extrêmement intéressée parce que j'ai cru comprendre en lisant les archives, en traquant un peu René Huyghe et Germain Bazin dans les archives, qu'ils n'avaient pas tellement changé de mentalité, d'idées sur leurs actions pendant la guerre, même sur leur fin de vie. Quand on lit Huyghe dans ses mémoires en 90, enfin, il meurt en 97, donc c'est un petit peu avant, on comprend que pour lui, la préemption de la collection Schloss, c'était une manière d'enrichir les départements du Louvre. Et il ne s'en dédie pas. Pardon ? En 1943, non, Oui, en 1943 pour le coup, oui, effectivement. Il ne se dédie pas du tout de cette question-là de préempter au bénéfice des musées dans ses souvenirs qui sont publiés 40 ans après la fin de la guerre. Donc pour moi, ça c'est révélateur d'une mentalité qu'on n'a pas du tout saisie. Et j'aurais vraiment beaucoup aimé pouvoir interroger René Huyghe et Germain Bazin sur ces questions-là. Est-ce que vous, les entretiens que vous avez eus avec eux, vous les avez retranscrits, publiés ? Est-ce qu'ils sont quelque part où on peut les consulter ? J'ai des notes à la maison et la plupart de ces personnes ne se laissaient pas enregistrer. Ils se méfiaient énormément de la presse, énormément. Et donc, ils ne me laissaient que prendre des notes. Hein. Donc, je les ai à la maison. Et puis, voilà, et un jour, on en parlait. Un jour, je rendrai ces archives quelque part, ces archives, oui. Mais c'est vrai qu'il y avait une mentalité très forte, mais qui a duré plusieurs décennies. Hein. Il n'y avait pas de doute. Et puis, là, disons, j'ai aussi compris, et dans ce cadre-là, l'héroïcité radicale d'Anne de Gaulle. C'est incroyable. C'est vraiment, en voyant cela, j'ai compris ce qu'il était un vrai fou le 18 juin 1940. C'est vrai. Hein? Et c'est là, disons, et on le comprend parce qu'on commence à entendre et à comprendre à quoi les gens pensaient à l'époque. Et aussi, j'ai compris l'idée que beaucoup de gens ont préféré collaborer plutôt que de continuer la guerre parce qu'ils pensaient à la Première Guerre. Elle était là. Il y avait eu des centaines de milliers de morts entre 18 et 35 ans. Il y avait des veuves, il y avait des mutilés, il y avait tout un tas de choses. Et bien sûr, là, dans ce cadre-là, on comprend le vol. Hein, et on comprend, on dit, bah, tant pis peut-être, pour mon collègue, je vais profiter, il n'est plus là, je vais profiter, je vais acheter son Picasso. Hein, et on comprend comme ça. Et voilà. Et j'ai vu beaucoup de fois un monsieur qui s'appelait Alfred Dabert, voilà. Et lui, il était très complexe. Il avait 92 ans à l'époque, mais sa tête était un film. Hein. Et puis, il est allé depuis les années 20 à Montparnasse, où il avait une galerie d'avant-garde, jusqu'aux années 60-70. Hein. Et il avait passé par toute la gamme politique, depuis l'avant-garde jusqu'à la collaboration. Et lui, il m'a donné une idée quand il me parlait et tout ça, et de ce que c'était que cette époque. Voilà. Et pour moi, c'est une des personnes qui m'a le plus marqué. Mais bien sûr, et vous avez raison, c'est tout cela, c'est très dommage parce que ça se prêtait énormément pour l'histoire orale
Alors justement, puisqu'on a à l'écran le livre de Laurence Bertrand-Dorléac, moi j'ai été refouillée dans les entretiens qu'elle a fait dans les années 80-85, Oui. et elle interviewe notamment Jean Cassou sur cette histoire de la collaboration, et elle lui pose la question de, juste une insiste très brièvement, sur ce fameux cas de Georges Grappe, qui était le fameux conservateur collaborateur du musée Rodin, qui est le seul à avoir, à ma connaissance, été épuré, c'est-à-dire été en prison et avoir été condamné. Et Jean Cassou, qui est quand même un grand résistant, un grand révolutionnaire, répond: il y a des choses sur lesquelles, par respect de la profession, je ferai silence. Et moi, je trouve que c'est extrêmement révélateur du corporatisme et de ce que c'est que la conservation au XXe siècle, la mentalité qui s'y véhicule et la manière dont on a plutôt intérêt à rester dans les rangs. Et je pense que, en l'occurrence, Rose Valland a aussi beaucoup fait les frais de ça. Ça a traversé tous les corps institutionnels de la République. Bien sûr. Pas seulement de l'État. Je parle simplement de ce que je connais, Oui. la conservation, Oui. en l'occurrence. Mais donc, pour libérer le micro, le jour où vous déposerez vos archives, surtout, faites-moi signe, je suis très intéressée. Oui, mais il y a une chose aussi, à mon avis, la façon dont j'étais reçu et par beaucoup des conservateurs, c'était « je sais plus que vous ». Je sais plus que vous et vous n'avez pas droit à toucher aux documents que j'ai. C'était toujours cette idée-là et ça arrivait. Et c'est vrai que là, maintenant, on voit, dans beaucoup d'archives des bibliothèques en France, c'est plutôt le contraire. C'est l'idée de « ah oui, bienvenue les chercheurs, venez chercher, etc. On va vous aider ». Mais à l'époque, ce n'était pas du tout ça. Il y avait des domaines qu'on ne touchait pas. On est là pour conserver, pas pour consulter. François Blanchière. Juste une remarque au passage. François Blanchière, je suis conservateur au musée d'Orsay, mais ancien conservateur au musée Rodin. Simplement pour signaler que le cas de Georges Grappe est tout à fait particulier. Qu'il y ait eu un corporatisme, c'était une évidence, mais Georges Grappe, à la limite, ne fait pas partie de la corporation. C'est quelqu'un qui est angliciste à l'origine, qui entre au musée Rodin parce qu'il est un spécialiste du droit d'auteur, donc pas grand-chose à voir avec la profession de conservateur, qui fait un bon travail comme directeur du musée Rodin, qui développe l'activité. Les ventes de bronze, c'est un cas particulier aussi. J'aimerais qu'un jour on parle des ventes de bronze du musée Rodin sous l'occupation. Et tout ça pour dire qu'effectivement, il fait partie à titre personnel d'un groupe qui s'appelle Collaboration, c'est assez net, et qu'il est donc condamné pour ses activités à titre personnel. À ma connaissance, dans ses fonctions de conservateur et de directeur du musée Rodin, il ne lui a pas été fait de reproche de fait de collaboration dans ses fonctions. Oui, mais ça m'intéresse beaucoup. Bien, merci beaucoup pour votre présence. Juste un mot pour vous donner rendez-vous le mercredi 27 mars pour la prochaine séance. Nous serons avec Félix de Marez-Oyens, qui est ici ce soir déjà, pour parler de deux familles allemandes, deux familles juives allemandes, homonymes, Breslauer-Zollmann, une famille dont les ayants droit ont bénéficié d'une restitution cette année de 2 tableaux MNR, justement. Et une autre famille Breslauer de libraires. Vous êtes déjà partis, mais voilà, on en parlera avec Félix de Marez-Oyens, qui est ayant droit de la famille Zollmann et Breslauer. Et nous vous donnons donc rendez-vous à 18h30 le mercredi 27 mars pour continuer. Merci.